Bienvenue dans Invisibility. Dans cet épisode, je reçois le jeune artiste plasticien franco-nigérian Kevin Ademola Sangoshanya. Sa double culture, son amour des plantes, sa quête identitaire et spirituelle, beaucoup de choses me parlent dans sa réflexion et ses obsessions. Après des études d'agronomie tropicale, Kevin Ademola choisit finalement de quitter cette voie sûre et d'écouter ce besoin viscéral en lui de créer. Très vite, son travail est remarqué. Des graphes des débuts sous le nom de Lonely Jane, il passe à la peinture, récupère compulsivement des matériaux, les mêle, les assemble. Chaque œuvre, chaque performance devient portail, rituel, tissant des liens et un dialogue avec les mondes invisibles qui le fascinent. Dans cet épisode, on parlera, entre autres, de la cosmogonie Yoruba, des forces qui animent le vivant, des émotions qui nous traversent, d'arbres sacrés et de plantes psychotropes. Invisibility. Bonjour Kevin Ademola, super contente de t'avoir dans le podcast, bienvenue. Merci de m'inviter pour ça, je suis grave content de te revoir et de participer à ton programme aussi, c'est très chouette. Alors on va parler de mondes invisibles, je crois que ça irrigue énormément ton travail. Alors mondes invisibles, je le redis ici, mais c'est vrai que c'est dans une acceptation très vaste, ça peut être les mondes psychiques, magiques, spirituels, en fait c'est vraiment selon ce que chacun y voit, y met. On peut aussi parler du processus créatif. C'est un processus qui se nourrit, se forme dans l'ombre, dans une grotte en soi, avant d'arriver à la lumière, d'être présenté, d'émerger à la vue de tous. Donc on peut parler de tout ça. Pour commencer, c'est quand la première fois que tu as eu cette intuition qu'il y avait un invisible, et quel est cet invisible, ce rapport que tu as avec lui? Je crois que les premières fois où j'ai dû avoir ce rapport avec les mondes invisibles, cette idée de l'au-delà, ça devait être au Nigeria avec mon arrière-grand-mère. Moi j'étais tout petit, vraiment je devais avoir 3 ans, 4 ans, c'est vraiment un de mes premiers souvenirs. Et elle était vraiment un peu sur le pas de la mort, quoi. Enfin pas sur le pas de la mort, elle était encore en forme, mais je voyais en elle une espèce de dame qui est à la frontière entre presque le monde des vivants, le monde des morts. Et puis il y a eu toujours ces histoires qui irriguaient un peu mon enfance de... justement, elle, quand elle va mourir, elle le sait, elle le sent, parce que elle voit ses grands-parents, ses parents, ses frères et sœurs à sa fenêtre le soir, qui lui parlent, alors que c'est des gens qui sont décédés. Et du coup, elle décide d'appeler tout le monde dans la famille en mode, il est l'heure, quoi, genre, je vais faire des petites prières pour vous, on fait un repas, et le lendemain, elle meurt, quoi. Et donc, il y a beaucoup ce genre d'histoires qui sont présentes dans ma famille, et je me rappelle d'avoir un rapport un peu effrayé, et en même temps admiratif avec cette dame qui est genre, à la frontière avec l'autre monde. Enfin, comme quand t'es enfant aussi, quand t'es bébé, t'es aussi à la frontière, justement. Toi, tu viens d'arriver dans le monde physique. Donc ça, c'est un des premiers trucs qui m'avait touché. Et ensuite, je sais pas si c'est ça qui a titillé quelque chose en moi, mais il y a toujours eu un intérêt pour les mondes folkloriques, les mondes des esprits, que ce soit dans la culture bretonne du côté de ma mère avec l'ankou, les korrigans, ou justement la culture yoruba avec tous les iwi, ou même la culture pop avec des films comme Le Seigneur des Anneaux, où t'as des spectres, des elfes, des entités, tu sais, le petit peuple quoi, qui vit dans la forêt et tout, et qui sont complètement acceptés. Et ça a été un peu ma porte d'entrée, on va dire. Alors, tu as parlé du Nigeria, de la Bretagne, et est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où tu viens, comment tu as grandi? Je suis franco-nigérien, donc mon père est du Nigeria, ma mère est française, mon père est yoruba. Ils se sont rencontrés à l'aéroport, mes parents, un pur hasard, ils se croisaient, petit coup de foudre. Et moi j'ai grandi du coup vers Longjumeau, enfin dans l'Essonne au début. Vers 13 ans, on s'est installé en Seine-et-Marne, vers Nemours. Et j'ai eu très tôt un lien assez fort avec mes deux cultures, genre je parle yoruba avec mon père, avec ma mère on parle français. On parle anglais aussi beaucoup, c'était un peu le langage au début qui unissait mes parents. Quand on était petit, on allait beaucoup au Nigeria, donc on a aussi un lien fort au-delà de mon père avec le Nigeria. Et mes deux familles en fait sont vachement proches. Quand ils se sont mariés, mes parents c'était au Nigeria aussi, et ma mère a fait venir genre ses parents à elle. Donc c'est assez marrant parce que c'est des cultures qui sont très différentes et qui pour autant cohabitaient très bien à la maison. Ma mère elle est très athée, elle croit pas à grand chose. Et mon père lui il a un rapport très fort à la religion, genre... Pendant longtemps, je le voyais comme chrétien, donc il y a plein de prières. Et en fait, il vient d'un rapport à la religion très syncrétique où il va mélanger et la spiritualité yoruba et le christianisme. D'autant plus qu'il y a toute
un rapport de hiérarchie qui est imposé par le colonialisme et l'impérialisme blanc, où genre, tu sais, toutes les religions monothéistes, elles vont être considérées comme plus valides que les religions non monothéistes, et en général les religions des peuples qui ont été colonisés et dominés. Et donc, c'est des pratiques qui vont, en plus déjà de leur nature, ou c'est des pratiques qui reposent beaucoup sur l'initiation, qui reposent aussi sur cette idée de responsabilité, genre, quand on te fait par exemple une protection ou un gris-gris, genre c'est comme si on te donnait une arme. Et cette arme, si tu sais pas bien l'utiliser, genre tu vas l'utiliser à mauvais escient et tu vas blesser d'autres gens. On attend que tu sois assez mature pour ne pas par exemple en parler à tout le monde, genre. C'est cette idée de tu donnes pas un couteau à un enfant de 6 ans, genre ce couteau ça peut très bien être un outil, mais tu peux aussi faire du mal à quelqu'un avec. Et donc tu vas peut-être donner ce couteau à un enfant de 9 ans, 10 ans, quand cet enfant sera plus mature. Donc la base de la spiritualité Yoruba repose sur l'initiation où il y a beaucoup de secrets autour. Parce que, en fait, il faut que tu sois responsable. On te donne des outils et il faut que tu saches bien les utiliser. Donc, c'était un peu caché. Et en plus de ça, vient par-dessus ce poids du colonialisme en mode non, c'est une religion païenne, on appelle ça de l'idolâtrie. Et c'est vu très négativement. Et donc, en plus de ça, ça participe à cacher encore plus ça. Donc, au début, je voyais beaucoup le rapport très chrétien. Puis petit à petit, je sais pas, ils nous ramenaient toujours des espèces de crèmes, des savons magiques avec lesquels se laver, qui sont en fait en lien avec la culture traditionnelle Yoruba et la spiritualité Yoruba. Et à côté de ça, j'ai quand même eu une éducation assez chrétienne en France, parce que j'ai été genre dans un collège catho, et une partie aussi, la fin de la primaire, dans un établissement catholique. Et donc, genre, en vrai, genre, je me connais assez bien dans le christianisme, genre, j'allais au catéchisme et tout. Enfin, tous les trucs des enseignements du Christ, genre, en vrai, ça me parle de ouf, tu vois. Genre, je suis pas du tout chrétien, mais genre, je suis en mode genre, oh, j'aime bien, Jésus, il est cool, tu vois, genre. Et je trouve ça assez intéressant de passer dans cette institution qui est en fait, genre, aussi en plus, c'est du privé, donc c'est aussi un truc très de classe. Il y a aussi des jeunes de bonnes familles qui sont dedans, donc tu as aussi toutes ces mêmes dynamiques et racistes et classistes qu'on peut retrouver, et patriarcales. Et pour autant, le message de Jésus, je trouve, il est genre assez universel, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans plein de cultures afrodescendantes, que ce soit dans la Caraïbe ou aux Amériques, avec la santeria, le candomblé, le hoodoo, le vaudou, où il y a un mélange entre des spiritualités africaines, natives américaines et chrétiennes. Et on retrouve ça aussi en fait au Nigeria, où il y a beaucoup de gens qui vont être chrétiens, mais qui vont des fois faire des trucs à la mosquée, ou alors qui sont genre traditionnalistes, mais qui vont quand même à l'église, ou des gens qui vont à l'église, et qui vont quand même faire des rituels, parce que finalement, si tu le fais pour du positif, bon, du plus et du plus, ça fait que du positif, quoi. Genre, y a pas de... Enfin, tu risques rien. Je sais pas, il y a un peu ce rapport à moi où genre tout coexiste un peu, genre. Et en même temps, ma mère qui peut être hyper athée, et cette croyance finalement que tu peux avoir aussi dans la science, on le voit de manière très cartésienne, mais en fait, genre, c'est la même chose. On croit au Big Bang, tu l'as pas vu le Big Bang, tu crois aux atomes, tu les as pas vus. Genre, il y a quand même ce truc où tu peux les expliquer, mais Ouais, je vois bien de quoi tu parles, parce que pour avoir grandi dans un foyer franco-colombien, il y a tout qui coexiste, et finalement, en tant qu'enfant, t'absorbes tout, et ça se transforme, et tu l'intègres dans ta vie de plein de manières. c'est même une éducation plus spirituelle que religieuse en fait. Ouais, finalement, là, dans ce rapport spirituel, c'est plus coexister avec tout un tas d'entités qui nous dépassent, de force, même d'énergie, de courant, parce que tu parles aussi de la science, c'est ça aussi, et d'établir un dialogue, en fait. Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans ma pratique artistique, où je m'intéresse beaucoup à un concept qui s'appelle le hachet, qui est cette espèce de force d'agentivité qui anime le vivant, cette vitalité qu'on peut retrouver. Il y a des échos assez similaires dans le Tao, avec le Qi, ou dans les philosophies polynésiennes, avec la mana, cette espèce de force qui peut être rechargée, mais en même temps qui est une force un peu latente qu'on retrouve partout. Et ça, je l'associe avec ce principe de la vitalité de la matière, qui est en fait très scientifique, où genre, enfin, il y a cette idée qui m'anime beaucoup et qui me questionne, c'est genre, si la matière apparaît au moment du Big Bang, en tous les cas les particules élémentaires qui constituent la matière, qui vont ensuite s'agencer en atomes, puis en molécules, etc. Dans ce cas-là, nous, on peut considérer qu'il y a une entité qui a l'âge de l'univers, qu'on connaît actuellement. 14 milliards d'années, il me semble. Et donc toi, moi, on est en mode genre, oui, moi je suis Kevin, toi t'es Natalia. Genre, j'ai ma conscience, mais d'une certaine manière, on est la matière primordiale qui, à travers nous, a conscience d'elle-même. Et donc, à travers nous aussi, elle peut, et la science, et la manière dont nous, en tant qu'êtres humains, on agit sur notre environnement, la matière développe une certaine forme d'agentivité. Et cette force, qu'elle soit la conscience de la matière, mais aussi cette agentivité de la matière, en fait, elle est très spirituelle aussi. Genre, et donc, tu pars d'un point de vue très scientifique pour arriver à des réflexions en fait hyper spirituelles. Et ça, on le retrouve beaucoup dans mon travail où genre je vais m'intéresser à la nature, aux plantes, mais toujours avec ce rapport en mode genre essayer de rendre visible cette force
qui peut être comme ce qu'on appelle le hachais, la mana, le chi, tout en ayant une approche très rationnelle. Il y a ça, et c'est vrai que dans ton travail, il y a aussi beaucoup de questionnements sur ton identité, des questionnements très intimes, une forme de quête de toi-même qui se mêle aussi à tout ça. Bah, du coup, il y a deux choses qui se entremêlent dans mon travail. C'est genre cette volonté presque de se mettre à nu et de me parler de choses deep, genre en mode. En fait, parce que dans les choses hyper intimes, il y a quelque chose de très universel. Les gens se reconnaissent dedans. C'est des fois, tu lis les journaux intimes de quelqu'un d'il y a 200 ans et t'es en mode genre, waouh, on passe par les mêmes choses. Moi, ça me fait penser un peu aux peintures rupestres, où l'espèce humaine en tant qu'espèce, elle a 200 000 ans. Donc, quand tu vois les grottes de Lascaux qui ont genre 20 000 ans, Lascaux, la grotte de Chauvet à 40 000 ans, les gens qui ont peint ces grottes sont génétiquement exactement comme nous, tu vois, genre. Et ça, je trouve ça assez fou de se dire, genre, waouh, quand tu vois ces peintures, il y a une espèce de communication à travers le temps qui touche quelque chose de très profond de ton âme, tu vois. Donc ça m'intéresse beaucoup. À côté de ça, il y a aussi cette idée de genre la mémoire des objets. Genre là, ce serait comme la mémoire des humains et la mémoire des objets. Et quand j'ai commencé au début à peindre, déjà par manque de moyens, je ramassais des objets dans la rue. Et je trouvais qu'il y avait un truc très, notamment des portes, très spirituelles où en tout cas que ces objets, c'était pas des objets anodins. Et les portes, elles sont chargées, tu vois. La porte, tu peux la claquer de colère sur quelqu'un. En même temps, la porte, elle ferme ta maison. Elle peut te protéger. Ces portes qui étaient jetées, elles ont vécu plein d'histoires. Elles sont chargées de la vie de plein de personnes. En plus, t'imagines dans un appart où il y a plein de passages au fur et à mesure des années. Des fois, c'est différentes familles, c'est différentes personnes. Elles portent tout ça en elles. Et je me disais que en peignant dessus, j'utilisais aussi cette force qui habite ces objets. Donc ça, c'était un peu ma première porte d'entrée. Et c'est ça qui m'a appris. C'est le cas de le dire. Ouais, de ouf. Et après, genre, j'ai commencé à utiliser aussi genre des objets qui sont chargés. Genre, je me disais, je vais utiliser des pages de Bible, ou des cheveux, ou des clous, ou des coris, tu sais, dans les fétiches que tu peux retrouver genre dans les peuples Fang vers le Gabon. Genre, il y a des fétiches à clous, les fétiches Nkodi. En fait, tu mets un clou quand ta prière, ton souhait s'est réalisé. Donc, plus un fétiche a de clous, plus en fait il est chargé et plus il est fort. Et c'est pas tant que ça comme dans les poupées vaudou où tu mets des aiguilles pour blesser les gens. Là, c'est vraiment genre, tu mets le truc pour le charger. Donc, je me disais, plus je mets de clous, plus aussi mes objets, ils sont chargés. C'est comme des prières, quoi. Il y a aussi cette idée de pouvoir transcender sa condition à travers ton art, tu vois. Genre, tu peux matériellement arriver à quelque chose de mieux, quoi. Genre, gagner des sous, vivre. Il y a aussi ça qui est un peu attirant, je trouve, dans l'art. En mode, c'est aussi parce que c'est un système capitaliste, mais genre, tu peux te faire plein de sous dedans. Donc, tu peux arriver à des niveaux ou à des endroits où tu n'aurais jamais pu penser arriver. Et c'est fait avec tes mains, ça aussi c'est ouf quoi. Et donc tout ça, ça venait se mélanger. Et donc c'est ça qui m'a amené après à aller genre travailler avec des plantes sacrées, me dire que genre waouh, là je travaille avec des objets qui sont chargés et je peux essayer de continuer pousser cette thématique du chargé quoi, en mode c'est pas juste les images, c'est aussi la matière de tes œuvres, genre la matière que tu travailles, comment tu assembles ces objets et tout ça, ça vient se mettre en écho. Et donc il y a genre toute cette espèce de mise en écho de complexification qui me parle beaucoup. Ça me rappelle, moi, une œuvre que t'as, moi, que j'ai beaucoup aimée, où il y a un corps allongé et sort comme une fumée ou un nuage ou quelque chose de sa bouche, tout en coquillage. Et tu utilises effectivement beaucoup de matières que tu as récupérées, même ramenées du Nigeria. Et il y a cette présence de la mort dans tes œuvres, de la transformation. Ça reste en fait comme un fil. C'est pas trop la mort en mode fin de vie, mais c'est la mort comme genre Transformation, métamorphose. genre avant vie, après vie, en mode finalement là ce qu'on est en train de vivre, l'expérience de vie incarnée, elle est extrêmement éphémère. Genre nos atomes, ils ont été beaucoup plus inertes que vivants en fait. Enfin les atomes qui nous composent. Genre à un moment, je sais pas, t'étais de la poussière d'étoiles. Je sais pas même genre là je respire. Il y a genre des molécules d'oxygène qui rentrent maintenant dans mes processus métaboliques genre. Et peut-être que certains des atomes qui te composent toi, à un moment ils étaient dans des dinosaures ou dans des mammouths ou whatever. Mais pendant une grande partie du temps, on a été juste de la matière inerte. Et donc finalement, la mort, c'est un peu notre état basal, quoi. Et donc ça m'intéresse beaucoup de me dire genre, oh waouh, comment est-ce que tu peux travailler là-dessus, genre cette expérience de la vie incarnée, elle est en fait très éphémère et que la mort, c'est aussi quelque chose de normal. Genre là, nous, on en a un peu peur parce que genre, on sait pas comment c'est, mais finalement, c'est genre ce auquel notre corps, dans la matière dont il est fait, est le plus habitué. Et ça m'intéresse beaucoup, genre comment tu peux communiquer avec l'inerte, avec le animé, du coup avec le vivant ou l'au-delà.
Et effectivement, par exemple, dans cette pièce-là dont tu parles, qui s'appelle Yoruba Trinity, l'expérience de la matière selon Ifa, je vais parler justement dans la cosmogonie Yoruba, cette espèce de vision de la Trinité où tu as l'espèce de nuage qui, tu vois là, qui rentre ou qui sort dans un corps, c'est la force de vie qui décide de s'incarner ou justement de se désincarner après une vie et qui va ensuite choisir une tête pour cette expérience de vie incarnée. Et dans la matière qui compose cette œuvre, il y avait plein de matières chargées, genre il y a tout un rouge qui est fait à partir d'une écorce qui s'appelle le osson. Et ce osson, on l'utilise dans plein de rituels, notamment quand les enfants viennent de naître, on les lave dans une eau avec du osson pour symboliser leur passage du monde invisible au monde physique. C'est un peu comme une frontière. Et vu que je parlais de ce monde invisible, j'étais en mode genre, j'ai envie que mon tableau, ce soit vraiment un espèce de portail. Donc si je mets ce osson, qui est une espèce de frontière qu'on utilise pour vraiment marquer le fait que les enfants sont passés du monde de avant la vie au monde maintenant genre des vivants, si j'utilise cette matière, elle permet c'est un portail quoi. Ou alors il y a des écorces, des feuilles mortes que j'ai fait bouillir pour en extraire les pigments, et ensuite maintenant quand je peins avec, finalement genre je suis pas juste en train de peindre un corps, genre c'est cette charge sacrée, cette charge symbolique, elle rentre vraiment dans l'œuvre quoi. Pour moi l'œuvre ça devient vraiment un portail avec cet autre monde invisible. Et en fait, ça, c'est des questionnements que j'ai de manière très récurrente. C'est aussi genre des questions en mode genre pourquoi je suis là, pourquoi je suis sur Terre. Et en fait, faire ça et voir les œuvres comme des portails, ça me permet aussi de donner du sens, tu vois, à cette expérience de vie incarnée que moi aussi je vis. Moi, je crois que je vis les œuvres d'art comme des portails. Enfin, une œuvre réussie pour moi, c'est un portail. C'est pour ça que ça nous touche. Genre, j'ai la sensation que ça te connecte à quelque chose de vraiment essentiel, en fait. Je te rejoins beaucoup là-dessus. Après, ça peut être des portails très mentaux aussi, hein. C'est pas que spirituel. Ça peut être aussi très sensoriel, hein, juste en mode genre ça te fait sentir des trucs. Mais ouais, genre ça doit te happer. Et genre je crois que le chemin que moi j'ai pris, c'est genre faire rentrer les gens dans ou un truc très intime qui est très lié justement à cette expérience incarnée. Genre le fait qu'on soit vivant, on souffre, on expérimente de la joie, de la tristesse, de la colère, plein d'émotions. Et genre toutes ces émotions, elles font partie vraiment de cette expérience de vie incarnée quoi. Genre parler des choses intimes que tu vis, qui sont de l'ordre des émotions, genre c'est aussi un espèce de portail. Pour moi, il y a ce truc où genre, soit c'est un portail vers du spirituel, pour donner du sens à genre pourquoi je suis là, mais il faut pas que se poser la question de pourquoi je suis là, genre faut aussi vivre le quand t'es là. Et donc il y a ce double intérêt pour, waouh, il se passe des trucs hyper forts, et en fait c'est très éphémère, et en même temps, cette fraction de seconde, elle est tellement intense. Enfin, il y a que le présent qui existe, le futur et le passé, c'est genre des concepts en fait. Et donc de jongler entre des portails qui te font rentrer dans du très intime, du très deep et du très spirituel, c'est ce que j'essaye d'explorer dans mon travail, quoi. C'est vrai qu'il y a une autre œuvre qui, moi, m'a marqué, celle où tu filmes ton père réciter un poème que toi, t'as écrit. Ouais, j'ai trouvé ça intense, comme tu dis, et fort, en fait, comme expérience même en tant que spectateur, parce que tu sais plus qui est qui, et il y a comme une lignée qui se reproduit, enfin, il y a quelque chose qui s'inscrit, en fait, dans le temps. Ouais, et je pense que cette œuvre, du coup, elle s'appelle Daddy Issues, et ça commence avec une phrase « At one point in my life, I wanted to kill my father ». De base, j'avais fait une série de petites peintures comme ça, et je me suis dit que ce serait bien de le faire en vidéo. Tu voulais vraiment tuer ton père à un moment dans ta vie? J'étais en mode « c'est un gros connard, de toute façon, vivement qu'il soit mort », tu vois, genre... D'une certaine manière, j'avais pas de plan actif de le tuer, mais c'est ça, je voulais le tuer, quoi, je voulais qu'il soit plus là, parce que parce que des fois, il était violent sur certains aspects, et c'est ça aussi après que j'explore dans le poème, où il y a plein de trucs où des fois il était violent et méchant, et en même temps il était genre très là, très présent, à prendre soin de moi, de ma sœur, et donc il y a toujours cette espèce d'ambiguïté où genre, il te tape, il t'insulte, il te dit des choses genre hyper dures, et en même temps il est là pour toi, et donc tu sais pas où te mettre, t'es en mode genre, je sais pas quoi ressentir, c'est trop chelou. Enfin, je sais pas, la vie, elle est trop courte pour ne pas parler de ces sujets. Je pense qu'il y a aussi un truc il faut être courageux, et il faut affronter justement toutes ces émotions, et genre affronter ces démons. Et genre, je pense que je suis une personne des fois assez torturée, mais en même temps, j'ai pas envie de rester torturé, tu vois. Transcender ce genre de blocage que sont les traumas d'enfance, qui vont faire qu'après, tu développes différents schémas d'attachement. Tu peux avoir, les schémas d'attachement fuyants, anxieux, sécures, qui après, genre, gèrent la manière dont tu gères tes relations avec tes amis dans ta vie. Et genre, des fois, je me rends compte que j'auto-sabote des relations amoureuses, amicales, et je suis en mode genre, oh waouh, c'est fucked up. Il faut que je creuse là-dedans, quoi. Il faut que j'aille chercher d'où ça vient. Essayer de parler de ça justement avec mon père, c'est aussi faire une espèce de paix là-dessus. Le fait que même lui soit prêt, genre par exemple, à
lire ce poème où je parle de lui et de genre comment il me tapait ou des choses méchantes qu'il m'a dit qui sont restées genre pendant très longtemps et qui continuent des fois encore à me torturer ou à me travailler. Je trouve il y a un truc en mode t'es pas responsable de ce qui t'arrive dans ta vie quand t'es enfant et quand tu t'es dépendant, mais t'as la responsabilité quand même en tant qu'adulte de genre toi-même te guérir et de travailler sur tes traumas pour ne pas les répéter sur d'autres gens. Il y a cette espèce de responsabilité même collective de me dire genre si j'affronte ces espèces de traumas, bah en fait je suis pas le seul à avoir eu des parents qui peuvent être genre très gentils et en même temps très méchants. Et genre ça va trouver son écho dans la vie de plein d'autres gens et ça va peut-être aider aussi d'autres gens à dépasser leurs problèmes. Avant de devenir artiste, tu as fait des études d'agronomie tropicale. Qu'est-ce qui t'a emmené vers ça? Est-ce que déjà à l'époque tu avais cette envie d'aller vers l'art, vers la peinture qui était ton premier médium, et aujourd'hui t'en as d'autres, mais t'as décidé d'aller vers ça? Qu'est-ce qui t'a mené là et qu'est-ce qui t'a plu parce que je crois que ça irrigue encore aujourd'hui ton travail. Au début je me voyais pas du tout artiste, c'était vraiment un truc où je faisais des fois du dessin un petit peu, puis je viens pas du tout d'une famille d'artistes, enfin le plus que je connaissais de l'art contemporain jusqu'à mes 19-20 ans c'était Dali, tu vois, genre. Donc franchement c'est très moderne quoi. Enfin, quand j'étais petit, je voulais être paléontologue, puis après j'étais en mode finalement non, j'ai envie d'être cloneur pour cloner les animaux généticien pour cloner les animaux qui ont disparu de la faute de l'homme. Le dodo, le thylacine, ce genre d'espèces. Puis du coup, ça m'a amené vers des questionnements sur l'écologie, sur l'impact de l'être humain sur la nature, sur l'anthropocène, sur le développement durable, et je me suis dit peut-être que plutôt que se concentrer sur des animaux qui sont déjà disparus, on peut se concentrer sur ceux qui sont en voie de disparition. Et j'ai commencé à m'intéresser aux grands singes, notamment les gorilles. Et il y a une sous-espèce de gorilles de montagne qui s'appelle les gorilles de la rivière Cross, qu'on retrouve à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. J'étais en mode, non, je vais être primatologue pour protéger les gorilles. Et après, plus je réfléchissais sur le développement durable, plus j'étais en mode, en fait, c'est pas si... Tu peux pas juste protéger une zone et dire aux gens, arrêtez de chasser les gorilles ou de détruire la forêt. Genre, les gens, ils font ça parce qu'ils n'ont pas de ressources, en fait. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais faire pour essayer de donner plus de ressources, avoir cette réflexion, genre, environnement, économie, social, qui font les 3 piliers du développement durable. Et c'est ça qui m'a amené vers l'agronomie, où j'étais en mode, finalement, si j'arrive à nourrir les gens de manière durable, en faisant plus de pratiques bio, le maraîchage sur sol vivant, l'agriculture régénératrice des sols, les forêts comestibles, les forêts médicinales, tout ça, genre essayer de complexifier les systèmes de culture, ça pourra amener vers un monde qui est plus stable, qui nous rend plus résilients aussi au changement climatique, qui est en fait très lié à notre rapport au monde qui est très capitaliste et donc très hiérarchisé. Donc c'est cette idée d'essayer de réfléchir comme un système, comme un rhizome. Et pendant mes études, en fait, j'étais en mode finalement en fait je vais être artiste parce que j'ai découvert des peintres et ça m'intéresse beaucoup l'agro et les plantes. Mais je me suis dit que si je faisais que ça, ce serait pas assez. Et donc après mes études, j'étais en mode ok, finalement je switch, je deviens artiste, je suis venu à Paris. Mais il y a toujours eu tout ce rapport et à la réflexion systémique. Parce que l'idée, c'est pas juste de faire des belles peintures ou des objets qui vont être collectionnés par des collectionneurs, c'est d'essayer de, à travers le médium artistique, apporter des réflexions qui sont en fait très politiques. Et l'art, il y a un pouvoir vraiment transformateur très fort sur le reste de la société. Tu peux te battre pour le bio en tant qu'être humain, en tant que société, être humain mais en tant que collectivité, on n'aura pas cassé notre rapport de compétition, notre rapport de domination vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des femmes en tant qu'hommes, vis-à-vis des autres races, pas qu'il y ait des différentes races humaines, mais à l'échelle sociologique, il y a ce qu'on appelle des races. On continuera en fait à avoir un rapport de domination et d'exploitation sur le reste du monde. Et je trouvais qu'à travers l'art, on peut faire des échos hyper intéressants entre des trucs hyper poétiques, et que l'art permet en fait de réenchanter ton quotidien en t'apportant des nouvelles narratives. Et c'est vrai que ce que tu as pu étudier, tes connaissances sur le vivant, les systèmes, les plantes, ça te sert pour ça justement. Disons que ça garde une place importante, voire primordiale dans ton travail. D'ailleurs, on en a souvent parlé ensemble, mais il y a aussi eu des rencontres sur ce chemin, des expériences avec certaines plantes qui t'ont guidé. Ouais, avec le San Pedro, avec des champignons. Ma sœur d'ailleurs travaille avec les champignons, donc des fois on s'en échange. Avec le cannabis. Et à chaque fois, pour moi, c'était pas un rapport de consommation de drogue, c'était vraiment... en vrai, c'était grave une expérience spirituelle. Je me rappelle la cérémonie du San Pedro, j'étais parti travailler en Équateur pendant mes études en agronomie. Et on avait rencontré un mec qui vivait dans une espèce de communauté. Bon, évidemment, c'est toujours ça. Mais c'était pas genre du tourisme, spirituel. C'était vraiment
il y avait un de nos amis qui travaillait dans une ferme et qui, dans cette ferme à côté, il y avait genre une communauté et un terrain d'agriculture en biodynamie. C'était de l'agriculture syntropique en fait même. Genre un truc avec la régénération des sols, comme de la permaculture. Et dedans, il y avait un de ses potes à l'agriculteur qui était chaman, qui revenait d'un trip où il avait genre récupéré du San Pedro. Qui est un cactus du désert. Et donc, il était en mode, en fait, on peut faire une cérémonie. Et donc, on était en mode genre, ok, trop cool. Et je sais pas, j'avais l'impression d'être connecté à la respiration du monde, qu'il y avait un battement du cœur de la terre, tu vois, et que genre j'étais dedans. Et je pense que en fait c'est ouf parce que ce genre de plante, elle te rappelle à quel point nous en tant qu'être humain, on n'est pas au-dessus de la nature, on n'est pas au-dessus des animaux, genre on fait partie de cet écosystème. Et on n'est pas séparés en fait. Et le rapport qu'on a aujourd'hui, qui justifie le capitalisme, le patriarcat, le colonialisme, tous ces rapports de domination sur l'autre, en fait, c'est des rapports très cartésiens qui sont en fait très détachés de la nature. C'est cette idée très chrétienne aussi, en tous les cas, pas forcément chrétienne dans le sens de l'enseignement de Christ, mais biblique. Et comment l'Église a institutionnalisé un rapport de domination de l'homme sur la femme et l'être humain sur la nature. Et nous, en tant qu'être humain, on serait au-dessus de la nature et on serait là pour la cultiver et la travailler et en fait l'exploiter. Et faire ces expériences avec des plantes, elle te reconnecte à cette espèce de tout qui est beaucoup plus large. Après, je pense qu'il y a quand même des contextes dans lesquels prendre ces substances, parce qu'il faut pas le faire n'importe comment, il y a aussi un respect à avoir. Enfin, genre, si tu le prends en mode genre, ouais, let's go, dans un contexte de soirée, finalement, genre, tu le prends juste pour les propriétés psychoactives, et ça peut être fun, mais d'une certaine manière, c'est presque comme si t'avais pas le respect que tu dois à la plante et à l'effet que ça te fait sentir. Et c'est pas pour dire que tu peux pas les prendre dans un contexte récréatif, mais le faire que là-dedans, je trouve que tu passes à côté de quelque chose. Dans le contexte de soirée, en fait, tu consommes, genre comme tu consommerais genre un burger, tu vas à McDo en fait. Et en fait, c'est un rapport de prédation presque. Tu viens, tu prends pour le bénéfice, et l'autre, genre, ça te met en communion. Après, ça reste longtemps. Tu vas garder des effets psychiques. Ton rapport au monde, il est genre altéré. Je me rappelle après la cérémonie du San Pedro, le chaman était en mode genre, tu vas retourner à un état d'enfance, enfin d'enfant presque. Les choses te semblent beaucoup plus légères. Et effectivement, genre, j'étais beaucoup plus aligné. Et je sais pas, genre, il y avait un truc d'être appelé à des gens et d'être guidé par cette plante que je trouve vachement fort et que j'ai envie de explorer plus. Genre, par exemple, là, j'avais travaillé avec des rapports aux arbres sacrés, justement avec Médicaments pour mourir, où j'étais allé collecter de l'if, qui était une plante sacrée dans l'Europe pré-chrétienne. Donc ça, c'est ta dernière œuvre, enfin, performance, une des dernières, voilà. Effectivement, là, c'est avec la matière de cet arbre. En gros, genre, c'est un arbre qui était sacré, qui était considéré comme un arbre de mort, parce que c'est mortel, l'if, mais aussi arbre de vie, parce que ça se régénère extrêmement bien. Donc c'est très, et ça peut vivre très vieux. Donc c'était très ambivalent, notamment pour les Celtes, en fait, et avant que l'Europe soit christianisée. Et en fait, quand l'Europe a été christianisée, on a coupé les ifs sacrés, ou alors on construisait des églises à côté d'un lieu sacré, pour s'accaparer le pouvoir spirituel du lieu. Enfin, c'est ce qu'on a avec Notre-Dame, qui est construite sur un temple à Jupiter, qui est lui-même construit sur un temple gaulois. À chaque fois, la structure dominante vient prendre des éléments importants de la culture dominée, ou de la structure dominée. Et donc, par association, à force de voir des ifs autour des églises, on a commencé à en planter autour des églises, et notamment dans les cimetières. Et le cimetière, c'est aussi ce lieu et de la mort, mais aussi de la vie éternelle ou du repos éternel. Et donc, l'arbre, même s'il est plus vénéré, je trouvais qu'il gardait sa sacralité. Et puis, il y a un truc aussi intéressant avec l'if où, en fait, tout est toxique dedans, sauf le fruit. Tu peux manger la petite cerise. Il faut absolument cracher le pépin. Mais c'est très bon, c'est très sucré. Je trouvais que cette ambivalence était intéressante. Et donc, après, j'ai voulu créer des objets qui étaient chargés. Là, il n'y avait pas ce rapport de consommation de la plante. Évidemment, parce que c'est mortel. Enfin, quoique, si tu le prends, tu meurs. Enfin, c'est aussi une expérience. T'as créé des pilules, enfin, expliquons l'œuvre, et ça s'appelle quand même Médicaments pour mourir, donc qu'est-ce qui t'a amené jusque-là ? Déjà, la phrase Médicaments pour mourir, ça vient juste d'une petite histoire. Quand j'étais petit, j'avais été puni par ma maîtresse de manière injuste, et j'étais en mode, j'étais pas content, et avec un ami, on avait fait une liste de médicaments pour mourir, pour la tuer. J'étais en CE1, CE2. Et mes parents étaient tombés sur cette liste et ils étaient affolés, ils pensaient que je voulais me suicider. Mais je trouvais que la phrase, l'association de mots médicaments pour mourir, genre les M, les répétitions de R et tout, ça marchait bien. Et je me suis dit, ok, je vais faire des médicaments pour mourir. Juste, je trouve que l'art aussi, ça doit être fun. Genre, tiens, j'ai envie de faire ce truc, je le fais. Effectivement, je suis allé récupérer de l'if dans tous les cimetières parisiens. L'idée, c'était vraiment de ancrer mon œuvre dans le territoire local. Donc, je suis allé récupérer de l'if, qui est cet arbre sacré qui n'est plus vénéré mais qui garde sa sacralité toujours en étant dans les cimetières. Ensuite, j'ai fait sécher les branches d'if, j'ai détaché les feuilles des branches
J'ai broyé ces feuilles pour en faire une poudre que j'ai effectivement encapsulée. Ensuite, ces gélules, chaque gélule est létale. Donc tu peux, si tu en manges une, tu meurs. Et je parlais au début de cette force d'agentivité qui est le hachet. Il y a un potentiel létal dans chaque gélule. En plus, j'en ai fait 17 000. Donc il y a vraiment cette espèce de force mortifère, mais c'est pas tant que ça le fait que ça puisse te tuer, parce que j'ai pas envie de tuer quelqu'un et j'ai pas envie de me tuer non plus, tu vois. Mais il y a cette énergie qui, de fait, par le caractère létal, émane de l'installation. À un moment, j'avais présenté, je crois, à peu près 8000 gélules par terre pendant l'expo de fin de résidence à la Villa Belleville. Quand tu sais que genre chaque gélule peut te tuer, c'est intense, quoi. Et en plus, elles étaient là, presque à la portée de main des gens. Ensuite, ces gélules, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mises dans des bouteilles, dans des jarres en cristal et en verre, que j'ai scellées maintenant avec de la résine époxy, donc tu peux plus les ouvrir. Et par-dessus, j'ai mis des crucifix et des matières sacrificielles, de la cire, il y a des bougies, il y a de l'encens. Et l'idée, c'était aussi de jouer là-dessus, c'était de faire des objets un peu syncrétiques qui mélangent inspiration païenne, inspiration chrétienne. L'idée, c'était aussi de faire des espèces de reliquaires, mais à l'intérieur, c'est pas une relique chrétienne, c'est une relique païenne. Donc, cette idée de comment plein de structures de la culture dominée ont dû prendre des éléments de la culture dominante pour pouvoir subsister et continuer à persister dans le monde. C'est ce qu'on retrouve dans la Santeria, où les saints orishas de la culture cubaine sont associés à des saints chrétiens, mais parce qu'en fait, pendant des siècles, à cause de l'esclavage, les personnes esclavagisées n'avaient pas le droit de vénérer leur divinité, donc il fallait les masquer avec des noms chrétiens. Et donc ça, je trouvais ça très intéressant et très fort, cette idée de hachet qui serait une force d'agentivité, mais aussi une force de résilience. Toutes ces personnes et tous ces discours qui ont été invalidés, qui ont été effacés, ils ont été effacés parce qu'ils proposaient un rapport au monde différent que le rapport au monde hiérarchique qu'on a aujourd'hui. Et en fait, s'il y a plusieurs rapports au monde qui existent en même temps, finalement, il n'y en a pas un qui peut s'imposer. Et donc, le capitalisme, il a effacé les autres pour pouvoir devenir le rapport au monde hégémonique qui est maintenant le rapport au monde dominant. Et aller chercher dans ces histoires, ça permet de redonner de la place à ces autres rapports au monde pour justement contrer la catastrophe qui est la catastrophe climatique, fasciste, vers laquelle on est en train de foncer aujourd'hui à cause du rapport de domination qu'on a entre nous. Là, c'était une de tes dernières œuvres et tu veux continuer à creuser au niveau des plantes. Tu me disais des arbres et des plantes. Et là, tu as un projet avec les plantes psychotropes. Pourquoi ça t'intéresse ? Du coup, je me suis dit, en vrai, je suis un peu une sorcière en faisant ça. Tu vois, genre, je bosse avec des plantes. J'étais parti au Nigeria dans la forêt sacrée de Balikisusungo pour récupérer des plantes pour la première expo que j'avais fait. Là, j'ai fait les trucs avec les médicaments pour mourir. Et en vrai, j'aime bien tous les trucs un peu occultes. J'étais en mode genre, ok, je vais embrasser cette image de la sorcière. D'autant plus que les sorcières, c'était des personnes qui étaient des herboristes, qui étaient des personnes qui savaient faire des avortements, qui posaient problème pour le patriarcat de l'époque et le système proto-capitaliste de l'époque, et c'est pour ça qu'elles ont été aussi tuées. Et je vais chercher dans les histoires, justement, de ces personnes qu'on a cherché à faire taire. Et donc je me suis dit, je vais être la sorcière et je vais m'intéresser à la sorcellerie, et notamment au sabbat. Et en fait, le sabbat des sorcières, il y a cette idée d'où elles se réunissent le soir, et puis elles volent sur leur balai, et en fait, ce vol du sabbat des sorcières, c'est pas juste un vol magique, c'est un vol, en fait, qui est induit par des plantes psychotropes. En gros, les sorcières, c'est plein de différentes spiritualités qu'on peut retrouver genre chez les Scandinaves, chez les Celtes, un peu partout dans l'Europe. Et donc, il ne faut pas s'imaginer que c'est genre une seule et même religion, mais c'était des personnes qui utilisaient des plantes comme la datura, la mandragore, la jusquiame, la belladone, qu'elles allaient se frotter sur le corps avec des baumes. Donc, c'est enduit dans de la graisse. Et donc, soit elles se le frottent au niveau des aisselles, au niveau des cuisses, de l'entrejambe, au niveau du cou, parce que c'est des plantes en fait qui sont toxiques si tu les ingères par voie orale, mais si tu les mets par voie cutanée, en fait, ça va te donner les effets psychoactifs sans te tuer, parce que c'est quand même des plantes qui sont assez dangereuses. Et donc il y a tout ce mythe de la sorcière qui vole sur son balai, parce que tu peux aussi enduire un balai et te frotter après les parties intimes, ou enfin l'intérieur des cuisses, les aisselles, c'est des parties qui sont très vascularisées, le cou au niveau des ganglions, et donc ça rentre plus facilement. C'est là où, tu sais, quand tu te frottes un baume là, sur l'intérieur des poignets, c'est ça que tu fais aussi. Et je me disais, ok, cool, intéressant, genre, mais dans ce cas-là, ces plantes, elles existent, et si on les retrouve et qu'on les réassocie bien, on peut faire un baume psychotrope, on appelait ça un onguent de vol. Parce que ce vol, du coup, c'est pas juste, elles sont high en fait, c'est pas juste elles sont en train de voler sur un balai, elles sont symboliquement, spirituellement en train de voler, genre, comme quand tu prends de l'ayahuasca, quand tu prends du San Pedro, genre, t'as un état de conscience altéré qui est induit, mais t'as aussi cette
sensation de sortir de ton corps, de communier avec quelque chose de plus grand, communier avec les forces de la nature, qui est très intéressant en fait. Et je me dis, genre, en fait, c'est ça, cette espèce de vol. Et donc, je voulais faire des chaudrons avec des onguents de vol, avec des plantes psychotropes que j'irais récolter. Donc ça, c'est un des projets sur lesquels je suis en train de faire des recherches pour l'instant et d'essayer de proposer ça à des résidences pour que je puisse avoir un espace et des financements des fois aussi pour pouvoir mener à bien ce projet. Financez-le, on a envie de voir ce travail et cette offre. Moi, en tout cas, j'ai trop envie. Peut-être pour clore, parce qu'on parle de cette connexion aux espaces invisibles et tout, est-ce que toi, il y a des pratiques, des œuvres, des choses que tu pourrais partager, qui pourraient servir à d'autres pour justement alimenter cette relation, ce travail de connexion en fait à quelque chose d'autre, de plus grand, qui nous habite, nous traverse, nous constitue? Je peux donner plusieurs références. Il y a la psychomagie de Alexandre Jodorowsky, qui d'ailleurs, je trouve, allie bien ce rapport très magique, très spirituel, et un autre très rationnel, où il y a ce truc en mode genre, c'est juste, on va jouer sur l'inconscient, mais en fait l'inconscient est genre tellement puissant que des fois tu fais des rituels, entre guillemets, magiques, tout en sachant bien que c'est toi qui es en train de le faire, tu transformes pas genre un lapin en crapaud ou autre, mais ça va quand même avoir un impact sur toi à cause de la symbolique. J'aime beaucoup le travail de Ana Mendieta, qui est une artiste cubaine-américaine, qui travaillait beaucoup sur les mondes spirituels, faire des espèces d'œuvres rituelles. En plus, c'est des œuvres performatives, genre c'est des sculptures qu'elle allait faire dans la nature, qui sont très éphémères et qu'elle documente avec la photo. Et ça aussi, je trouve que c'est un rapport en fait très humble en fait à la création, où genre c'est un rapport des fois très masculin et très s'imposer que de vouloir faire des œuvres qui vont durer l'éternité. Et genre tu peux aussi faire des œuvres, bon là elles durent d'une certaine manière l'éternité, mais de manière numérique ou en reproduction sur photo. Mais il y a aussi un truc qui est très beau dans le travail de Ana Mendieta, où ces sculptures en terre, finalement, la plupart d'entre elles, elles ont été détruites. Apparemment, si à Cuba, elle allait faire des peintures, enfin des sculptures rupestres dans des grottes, et on peut encore les retrouver. Mais elles sont un peu abîmées aussi par le temps. Mais je trouve que ce rapport très humble d'être en mode genre, je fais mon truc, c'est presque un rituel, je le fais pour le faire, est très beau. Le travail aussi de David Hammons, qui est un artiste africain-américain. Il fait beaucoup de la performance, un peu cocasse, et je trouve qu'il y a un rapport aussi des fois un peu magique, qui va s'intéresser aux hôtels, à ce genre de forme, et surtout à cette espèce de fugacité. Son œuvre, c'est presque un truc de fugace, c'est pareil, c'est cette énergie qu'on retrouve, qui me parle beaucoup aussi. Et des pratiques personnelles à toi? J'ai plusieurs choses que je fais pour m'aligner. Quand je vais pas bien, je frotte un œuf sur moi. Je mets tous les effets, toutes mes idées négatives dedans. Et ensuite, je vais à un carrefour. Les carrefours, pour moi, c'est assez important. Enfin, c'est les lieux où il y a Papa Legba ou Elegba ou Eshu qui se situent. C'est une divinité assez centrale dans la culture Yoruba et le culte des orishas, qui est l'intercesseur entre le monde physique et le monde invisible. Et il est symbolisé par les carrefours. Je précise Carrefour, pas le magasin, un carrefour. Ouais. Une croisée de chemin. Une croisée de chemin, ouais. Et une fois là-bas, genre, je casse l'œuf et je m'en vais sans me retourner. Et en fait, genre, d'aller déposer des fois des offrandes au carrefour, c'est aussi quelque chose que je fais régulièrement. J'habite là, à côté de Aubervilliers-Quatre-Chemins, qui est un carrefour. Mais à côté de chez moi, du coup, il y a aussi le grand rond-point de la Villette, qui d'une certaine manière est une croisée de chemin. Il y a plein de routes qui s'y retrouvent. Et aussi étrange que ce soit, parce que c'est genre très moche, il y a le périph' qui passe au-dessus, enfin, il y a plein de voitures. Je trouve que c'est un carrefour qui spirituellement est très puissant en fait. Et souvent, c'est un peu assez... J'y vais et genre justement je fais des petits rituels là-bas où genre je vais me poser et je regarde ce carrefour. Et en même temps, il faut faire attention un peu au carrefour parce qu'il y a plein des fois d'entités errantes et tu peux choper des choses que tu devrais pas choper. Mais si tu vas avec des bonnes intentions, en général, il n'y a pas de choses négatives qui vont t'arriver. Méditer aussi, je trouve que c'est des pratiques qui sont importantes. Mais ouais, aller offrir des offrandes à des carrefours, c'est assez important. Et je pense qu'aussi, en fait, dans ma pratique, ce que je fais, c'est des offrandes, c'est faire des objets sacrés. Et genre, plus que faire des œuvres, je suis en train de faire des espèces de portails spirituels, quoi. C'est une manière de me guérir, d'aller mieux, de m'attirer du positif. Donc en vrai, ayez pas peur de faire vous aussi des espèces d'objets un peu chez père. Vous pouvez les valider après en disant c'est de l'art. Et genre oui, c'est de l'art, c'est un objet sacré, c'est un objet spirituel, c'est tout en même temps. J'aime bien ce que tu dis, s'amuser aussi en fait, kiffer. Ouais, de ouf. La vie, elle est faite aussi pour le fun. Et je pense que du coup, se rappeler
que si t'as envie de le faire, c'est valide, c'est aussi vachement important. On est toujours pris des fois dans des dynamiques où t'es en mode genre, est-ce que c'est légitime? Est-ce que ce sera bien vu? Genre, fuck it, just do it. Genre, fais-le et après tu trouveras des explications. Et des fois on trouve que c'est genre pas valide, mais pas parce que c'est pas valide, juste parce que on a des systèmes de valeurs qui sont pas du tout neutres et on peut pas s'en extirper. Et je pense que des fois on a cette petite voix, une petite voix intérieure qui nous dit non, je devrais pas le faire, c'est pas ok. Genre si t'as envie de le faire, tu sens que t'as un appel pour le faire, il faut le faire quoi. Parce que c'est genre, c'est se respecter, c'est respecter cette espèce de force qui émane de toi. Et j'aime bien aussi ce dont on parlait avant de commencer, mais où tu parlais du fait que tu avais arrêté de boire, que tu étais beaucoup plus structuré et tout. Cette question de voir la vie d'artiste comme un truc complètement n'importe quoi. En fait, non, d'être dans une sorte d'alignement aussi dans tes comportements, dans ta manière d'aborder le travail. C'est quelque chose qui a évolué, j'ai l'impression, pour toi. De ouf, on s'est connus à d'autres périodes. Ouais, et je pense qu'il y a aussi un truc spirituel aussi dedans, parce que dans la cosmogonie yoruba, tu peux être associé à des divinités, ce qu'on appelle les orishas. Et donc, si tu t'habilles en blanc, si tu bois pas de vin de palme, si tu manges pas certains types de nourriture, c'est que tu es associé à Obatala, qui est la divinité créatrice. Donc, il vient sur le monde, Obatala, il commence alors qu'il n'y a rien encore sur Terre, il modèle de l'argile, et il crée les êtres humains, il crée les animaux, il crée les plantes. Et puis en fait, il aime bien boire, donc il commence à boire, et après il est sourd, et donc il crée des gens avec des maladies, avec des difformités. Et donc il y a cette idée de genre, si tu bois, tu annules ou tu abîmes ton espèce de don comme Obatala quand il boit. Et je trouvais que quand ce marabout m'a dit, ce babalawo m'a dit genre, t'es associé à Obatala boit pas de vin de palme. Donc il y a ce tabou de si t'es associé à lui, il faut pas que tu boives du vin de palme. Mais finalement le vin de palme c'est plus une extension pour l'alcool, genre c'était l'alcool le plus courant à l'ancienne quand toute cette cosmogonie a été créée. Et du coup je me disais genre, en vrai si je veux vraiment m'aligner avec moi-même, c'est un signe, tu vois, genre si j'ai envie de bien faire mon art, de bien m'écouter, d'écouter genre cette voix intérieure, il faut pas que je sois embrumé par l'alcool. Et peut-être qu'il faudrait que je m'habille aussi plus en blanc. Et donc là déjà, première étape, c'était d'arrêter l'alcool. Et je vois en vrai qu'il y a un truc où genre, oui, en vrai, très rationnellement, juste t'es pas bourré ou t'as pas des gueules de bois. Donc en vrai, tu peux être plus sérieux au niveau de ta santé aussi. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de spirituel. Tout le monde ne réagit pas de la même manière aux substances. Il y a des gens qui peuvent fumer des joints du matin au soir et continuer à être productifs, d'autres non. Et genre, je pense que cette idée d'avoir des espèces de tabous personnels qui te sont associés à toi et à ta personnalité propre et qu'il faut respecter, et que c'est pas juste des tabous de santé, c'est des tabous aussi spirituels, genre some things don't match with your spirit. Et genre, tant que t'as pas accepté que genre ça c'est pas fait pour toi, bah les choses pourront pas bien marcher pour Watt. Bah voilà, on veut clore là-dessus, j'aime bien. Pour le blanc, c'est pas encore, t'as une jupe blanche, mais t'as un maillot du Nigeria, j'adore. Ouais, bah en ce moment, je fais des tons quand même beaucoup plus clairs, j'essaie de renouveler ma garde-robe. Mais je me suis dit que j'allais faire un appel, je vais échanger mes vêtements peut-être, et que ce sera peut-être une perf, et on verra. Et je demanderai des habits blancs. Bon bah si vous écoutez ce podcast, vous pouvez contacter Kevin Ademola pour lui donner des vêtements blancs ou les échanger. Parce que t'as une garde-robe assez exceptionnelle, je dois le dire. Voilà. Bon bah merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir partagé tout ça aussi généreusement. Merci beaucoup pour ton invitation. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Invisibilis sur votre plateforme préférée, à aimer, partager, commenter pour soutenir le podcast, le faire vivre et grandir.